Bonsoir. Donc, nous allons aborder le dernier panel. Et j'ai la lourde charge de faciliter ce panel aussi important qui traite du rétrécissement de l'espace civique en Afrique. Et ce panel nous sera présenté par, bon, ce n'est pas un panel, par le professeur Dossé, David Dossé, qui est togolais. Le professeur David Dossé est médecin, professeur agrégé en chirurgie viscérale. Il est enseignant à l'Université du Togo. Il est aussi un grand combattant pour la démocratie. Il est engagé au sein d'un mouvement citoyen qu'on appelle les universités sociales du Togo. Moi, je l'ai connu plus avec le Front Togo Debout, le Front citoyen Togo Debout. Et pour ça, on a notre petite histoire. Il y a 4 ans, en 2017, où on y était avec 2 autres frères, une sœur du Sénégal et un frère de la Gambie. Et il a plu aux hommes de fort de nous retenir, de nous arrêter. Et je pense que le professeur Dossé est bien placé pour nous parler un peu de tout ce qui est rétrécissement de l'espace citoyen en Afrique, parce qu'on a vécu en live. Merci. Donc, il a 30 minutes pour nous entretenir là-dessus, et ensuite, on va essayer d'interagir ensemble. Merci Chantal. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers amis Africtivistes. Je voudrais remercier sincèrement Africtivistes pour la qualité de l'organisation, au plan digital tout particulièrement, et j'ai compris en fait que c'est la marque de fabrique de la maison. Et je voudrais ici dire tout mon bonheur de pouvoir aujourd'hui partager avec vous mon sentiment sur le rétrécissement de l'espace civique en Afrique, avec ses répercussions sur les activistes, sur les acteurs de la société civile et sur le citoyen en général. Mais avant de progresser dans mon propos, je voudrais, si vous le permettez, faire une petite mise au point qui peut paraître en léger décalage, mais qui, à mon sens, est nécessaire. Je voudrais rappeler que le peuple noir, notre peuple, a subi diverses formes de traumatisme et de prédation. La traite négrière a, durant plusieurs siècles, autorisé la doctrine de l'esclavagisme jusqu'au XVIIIe siècle, voire la première moitié du XIXe siècle. Et au XIXe siècle, justement, alors que cette traite négrière nous avait privés du droit de propriété sur nous-mêmes, au XIXe siècle, en 1884, et je crois que Cher y a fait allusion hier, la conférence de Berlin a consacré le morcellement de l'Afrique et le partage de l'Afrique entre les puissances de l'époque. En l'absence des Africains eux-mêmes, ces nègres colonisés qui, au siècle d'avant, étaient d'ailleurs esclaves. Aujourd'hui, si le monde a changé, les enjeux, eux, demeurent inchangés. Et ces enjeux s'articulent autour de la quête de ressources pour satisfaire des besoins de plus en plus croissants. Et aux côtés des puissances colonisatrices, nous avons de nouveaux acteurs qui s'alignent et tous lorgnent sur le continent africain, et c'est plus de 40 000 milliards de dollars américains de ressources minières connues. Mais cette fois-ci, le contexte est différent. L'Afrique est indépendante, les pays africains ont une représentation dans le concert des Nations Unies, l'esclavage est aboli, la colonisation est révolue, il n'y a plus de noirs esclaves, il n'y a plus de nègres colonisés, il n'y a plus que des noirs libres. Alors dans ce contexte, comment faire pour continuer d'avoir cette mainmise sur nos ressources? Je crois que c'est un enjeu capital dans les relations qu'entretient l'Afrique avec le reste du monde. Il faut l'avoir à l'esprit. Comment faire? Eh bien, simplement en nous choisissant ou en nous imposant un type de dirigeants qui, pour la plupart, se comportent comme de vrais administrateurs
au service des puissances étrangères. Et ces administrateurs, ces dinosaures, vous les connaissez, ils se font appeler guide éclairé, père fondateur, maréchal, empereur, jeune doyen, etc., etc. Et ces dirigeants choisis se sentent investis d'une omnipotence et ils en arrivent à restreindre l'espace civique afin de taire toute contestation pour pouvoir se maintenir et continuer de jouir de l'opulence que leur confère leur situation à la tête de nos États. Ils bénéficient souvent de l'indulgence et du soutien des diplomaties étrangères. Et la morale de l'histoire, c'est que, je crois que ça a été dit au cours de ce sommet d'Africtivistes, nous devons compter avant tout et surtout sur nous-mêmes, sur nos énergies internes, sur nos forces endogènes pour nous défaire de cet étau. Nos ancêtres, le peuple noir, a pu mettre fin à l'esclavage, il a pu se libérer de la colonisation, et peut-être pour paraphraser Cheikh, notre génération a un rendez-vous avec l'histoire. Nous devons arriver à lutter pour obtenir la vraie souveraineté, sur tous les plans, y compris la souveraineté numérique. Je crois, Cheikh, que j'ai retenu la leçon. Donc la souveraineté numérique afin de recouvrer notre liberté et surtout recouvrer notre droit de propriété sur nous-mêmes. Slide. Diapositive, s'il vous plaît. Je crois donc que c'est dans ce sens que la jeunesse d'Afrique a imprimé dans pratiquement toutes les régions du continent, à l'instar de la jeunesse du monde, des mouvements sociaux. Et ces mouvements témoignent d'un besoin vital de démocratie pour les populations. Il n'y a pas de démocratie à géométrie variable. Il n'y a pas de démocratie à géométrie variable. La voix. Ah d'accord, vous auriez préféré, d'accord, si vous préférez. Je disais donc qu'il n'y a pas de démocratie à géométrie variable et les principes de démocratie, la liberté, les valeurs humanistes ont la même valeur intrinsèque pour l'Européen en Europe que pour l'Africain au Togo, au Sénégal, au Rwanda et j'en passe. En Afrique, les sociétés civiles tentent, en dépit de tout et malgré les difficultés, de restaurer un espace civique. Et c'est ce qui explique donc ces grands mouvements sociaux que nous avons connus dans des pays comme la Guinée, le Mali, le Togo, le Soudan, pour ne citer que ces pays. Et tout le monde, tous, donc luttent pour une nouvelle société débarrassée de ces démons totalitaires. Slide. Slide. Avant de poursuivre peut-être mon propos, je voudrais que nous puissions nous accorder sur le sens de la terminologie espace civique. L'espace civique, en fait, c'est un espace, c'est un environnement, il est physique, il est également virtuel et il s'inscrit dans un cadre légal défini par les lois du pays. Et à l'intérieur de ce cadre, à l'intérieur de cet espace, vous avez des personnes qui exercent leur droit à la liberté d'association, leur droit à la liberté d'expression et enfin leur droit à la liberté de réunion ou de manifestation pacifique. Ce sont donc les trois piliers sur lesquels s'appuie l'espace civique. Et cet environnement permet justement à la société civile de jouer un rôle dans la vie politique, la vie économique et la vie sociale de nos sociétés et de déployer ces différentes activités de veille et de contrôle de l'action publique. Nous comprenons donc que l'espace civique est un concept central à toute société démocratique. Et ce concept est étroitement lié à la Déclaration universelle des droits de l'homme qui établit des protections claires pour les droits que nous avons suscités. Slide. Alors, quelle est cette problématique qui nous amène aujourd'hui à évoquer la question de l'espace civique? Pour certaines raisons, il peut arriver que les pouvoirs, les dirigeants décident de mettre en place un vrai modèle répressif antidémocratique. Et ce modèle va viser à éliminer ou à réduire les différents droits que nous avons cités, à diminuer l'autonomie de la société civile et des organisations populaires. Et ce qui inquiète, c'est que de plus en plus,
on note une vraie tendance mondiale de répression et de fermeture de l'espace civique. Slide. Ici, nous avons donc illustré, à travers la carte de l'autoritarisme qui a été publiée par Freedom House en 2020, un peu le niveau mondial de cette pandémie, de la maladie de la dictature, et nous constatons en fait qu'à des degrés divers, tous les continents sont impactés. L'Afrique est malheureusement très imprégnée, très atteinte par cette maladie, avec la couleur violette et la couleur jaune qui prédominent. Slide. Plus près de nous, en Afrique de l'Ouest, nous avons Civicus qui avait établi un rapport en 2020 sur un ensemble de pays francophones qui étaient en période électorale. Et Civicus avait démontré qu'il y avait une forte dégradation de l'espace civique dans ces différents pays en période électorale. Et je rappelle que l'enjeu électoral constitue, pour les présidents en exercice, souvent un motif d'élimination de toute voie contestataire et par excellence de restriction de l'espace civique. Les présidents en exercice cherchent souvent à se maintenir au pouvoir, et dans ce cas, on peut revenir en arrière s'il vous plaît. Voilà, et dans ce cas, les modifications constitutionnelles sont faites afin de leur permettre justement d'étendre leur pouvoir. Et ces modifications constitutionnelles sont considérées par certains aujourd'hui comme la nouvelle ingénierie des coups d'État. Nous avons la Côte d'Ivoire, nous avons la Guinée et le Togo qui figurent dans ce rapport, des pays où les présidents respectifs ont pu réussir à contourner les limites du nombre de mandats et ont fortement réprimé les groupes pro-démocratie. Le président Ouattara en est à son 3e mandat. Le président Alpha Condé a été débarqué pendant qu'il était en train d'exécuter son 3e mandat. Le président Faure Gnassingbé en est à son 4e mandat. Slide. Freedom House, en 2017, a également proposé une étude qui démontre que sur une population mondiale de plus de 7 milliards d'habitants, nous avons 36% qui sont privés de liberté, 25% qui bénéficient d'une liberté partielle, ce qui fait près de 3 milliards de personnes qui sont victimes de la pandémie de la dictature. Avec tout ce qu'on a dit dans cette salle depuis hier, on a parlé aujourd'hui du couvre-feu numérique, des violations des libertés, des atteintes aux droits de l'homme, etc., etc. Slide. Alors, qu'est-ce qui explique en fait l'ampleur de ce phénomène au plan mondial? Il faut se souvenir que la société civile et les organisations populaires constituent des éléments de contre-pouvoir. Nous sommes ce qu'on appelle des agents de changement. Nous sommes des transformateurs. La société civile, c'est d'abord une force de contestation, même si elle est aussi une force de proposition. Elle exerce un contrôle de l'action publique, elle dénonce des situations d'anomalie et en tant que telle, elle menace les intérêts économiques et politiques élitistes des personnes qui sont au pouvoir. Généralement, les oligarchies se sentent fortement menacées dans leurs privilèges et dans leurs intérêts. Et dans ce cas, slide, ces oligarchies n'hésitent pas à cibler les organisations de la société civile, les organisations de défense des droits humains, les journalistes. La photo que vous voyez, c'est un journaliste qui a été agressé par un homme en uniforme avec fracture ouverte de la mâchoire. C'était lors d'une manifestation. Les opposants sont également ciblés. Les voix critiques, nous pouvons citer Norbert Zongo, Tavio Amorin au Togo. Hier, nous avons parlé de Kizito, Mihigo, Floribert Chebeya, etc., etc. Et à côté donc de toutes ces agressions physiques qui peuvent conduire au décès de personnes, nous avons également le durcissement des lois. Je rappelle que la société civile, l'espace civique s'inscrit dans un cadre légal défini par les lois du pays. Et donc, il peut y avoir un durcissement des lois. Et je donne ici l'exemple de mon pays, le Togo, où nous avons connu de grandes manifestations de masse en 2017 et en 2018. Et l'année qui a suivi, en 2019, le gouvernement a procédé à la modification de la loi qui fixe les conditions d'exercice de la liberté de réunion et de manifestation pacifique publique. Et sur l'encadré à droite montre le nouvel article 9, où il est dit ceci: pour des raisons stratégiques, les manifestations sont interdites sur certains axes et zones, notamment
toutes les routes nationales. Nous n'avons pas d'autoroute, donc les axes importants. Les zones où se déroulent de fortes activités économiques dans les centres urbains. Les axes et zones proches des institutions de la République, cela veut dire qu'on nous envoie totalement en périphérie. Et ils ajoutent les axes et zones proches des chancelleries et résidences des ambassadeurs et représentants d'organisations internationales. Ça veut dire qu'il faut géolocaliser les maisons de tout le monde, parce que finalement, avant de proposer un parcours, il faut savoir où vit l'ambassadeur, où vit le consul, etc., etc. Slide. Alors, j'ai un peu perdu l'habitude de la lecture, mais je me suis dernièrement intéressé à un auteur égyptien, El Aswani, qui a écrit un ouvrage qui s'intitule « Le syndrome de la dictature ». Et dans cet ouvrage, il parle de la dictature comme d'une maladie avec des signes. Dans cet ouvrage, il décortique la relation maladive entre un dictateur et son peuple. Il présente un peu la psychologie du dictateur, que j'ai essayé de résumer par l'acronyme « N'aime pas ça ». En fait, il dit tout simplement que les dictateurs sont narcissiques, ils se croient supérieurs à tous, ils veulent être admirés. Vous pouvez avoir une population de plusieurs millions d'habitants, ils estiment qu'ils sont les seuls en mesure de diriger le pays. Ils sont mégalomanes, ils aiment les réalisations démesurées, des châteaux à construire, des parcs automobiles avec des dizaines et des dizaines de voitures. Ils sont paranoïaques, ils se méfient de tout le monde, et dans ce cas, ils peuvent devenir dangereux parce que s'ils se méfient de vous, ils peuvent procéder à votre élimination. Et ils sont également sadiques. Torturer quelqu'un, pour eux, c'est comme s'amuser. Et El Aswani d'ajouter que la dictature impose des règles inflexibles, bien qu'invisibles, qui diffèrent souvent de celles promulguées. En fait, il y a un appareil d'État. Et cet appareil d'État impose les limites d'un chemin tracé, et résister conduit à se faire écraser. En fait, ça veut dire que si on veut accéder, par exemple, à un poste de responsabilité, si on veut avoir accès à un marché public, il faut faire preuve de duplicité, dire le contraire de ce qu'on voit, dire le contraire de ce qu'on pense. Et il donne l'exemple d'une situation qui est arrivée en Égypte, où le président d'une université provinciale reçoit le grand leader Moubarak, il fait son discours, il fait l'éloge du grand leader, et dans son discours, il fustige tous ceux qui veulent qu'il y ait des modifications de constitution. Il les traite de traîtres à la nation, d'agents américains, d'agents au service des services secrets israéliens. Et puis vient le tour du président Moubarak de faire le discours. Et dans son discours, il revient pour dire que finalement, il accepte quand même faire quelques concessions avec quelques modifications de la Constitution. Le président de l'université reprend la parole, cette fois-ci, pour refaire encore l'éloge du grand leader et dire qu'il admire sa grande sensibilité démocratique, qu'il a écouté le peuple et qu'il a même accepté procéder à des modifications de Constitution. Voilà donc un peu cette duplicité qu'on nous enseigne et que nous, adultes, il nous arrive de pratiquer dans des régimes de ce type. Slide. Alors, comment en général s'exerce cette restriction de l'espace civique? En fait, cette restriction de l'espace civique, elle survient lorsqu'il se crée un déséquilibre important entre la puissance de l'appareil d'État dont nous venons de parler et les forces de mobilisation sociale. Et pêle-mêle, on peut estimer que cette restriction se fonde sur l'instrumentalisation de la justice. Je rappelle que la justice est un des pouvoirs importants en situation de démocratie. Et donc, l'instrumentalisation de la justice met en péril le principe de séparation des pouvoirs. Au Parlement, on vote des lois liberticides contre les manifestations pacifiques. Au Parlement, on vote des situations d'exception, comme l'état d'urgence, lors de situations de pandémie ou lorsqu'on estime qu'il faut lutter contre le terrorisme. Et donc là, nous voyons que deux pouvoirs importants, la justice et le Parlement, sont inféodés au pouvoir exécutif. Et de façon beaucoup plus ciblée, il peut y avoir de vraies campagnes de diffamation à l'endroit d'individus jugés menaçants pour le pouvoir. Il peut y avoir des atteintes à la vie privée, des situations d'intimidation, d'agression physique, d'assassinat. Je vais aller directement au mode de surveillance avec Pegasus.
où c'est l'institution étatique qui met en place une vraie cybermenace à l'endroit de ses citoyens, avec une surveillance qui est totalement illégale. Slide. Alors, quel type de réponse pouvons-nous essayer d'apporter face à une telle situation? Puisque nous sommes en situation de restriction nationale, une solution pourrait être d'avoir recours aux processus internationaux. L'examen périodique universel, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, en fait, ce sont des plateformes incontournables pour mener des plaidoyers en vue de réforme. Mais la difficulté réside en le fait que, généralement, les organisations de la société civile ont un accès limité aux ressources financières, ont un accès limité aux ressources informationnelles pour avoir une bonne participation, justement, au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Et on pourrait demander à de grandes plateformes comme Affectiviste d'aider justement à des contributions conjointes. Les grandes associations peuvent essayer de prendre avec elles les toutes petites associations qui n'ont pas encore toutes ces capacités, toutes ces compétences. On peut demander également à de grandes plateformes de mettre en place des activités informatives et formatives sur les processus du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Généralement, après les processus internationaux, on a le sentiment que c'est un coup d'épée dans l'eau. On réalise une bonne campagne lors d'un processus international, EPU, Conseil des droits de l'homme, mais une fois de retour dans le pays, tout tombe à plat. Il n'y a pas ce suivi qui permet de sensibiliser l'opinion, de mobiliser l'opinion et ainsi d'avoir un réel impact sur ce qui a été dit lors de ces processus internationaux. Donc il serait bon de réfléchir à un plaidoyer, à une vraie campagne pour un suivi des décisions qui ont été prises lors des processus internationaux. Slide. Une autre proposition serait, par exemple, la capacitation, la professionnalisation des organisations de la société civile dans le plaidoyer. Professionnaliser les approches, améliorer les stratégies, renforcer la documentation et le reporting des cas, ce que nous ne faisons pas souvent malheureusement, une vraie stratégie média et digitale bien définie, et je crois que là, c'est la marque de fabrique d'Affectiviste. Nous poursuivons avec la mise sur pied de plateformes citoyennes panafricaines qu'on pourrait développer avec, pourquoi pas, on l'a dit aujourd'hui, je crois, dans le projet de charte, des espaces de collaboration avec des institutions comme la CEDEAO, la CEMAC, la Banque africaine de développement, afin donc d'avoir pour objectif le développement de données informationnelles sur la situation de l'espace civique dans les États et définir ensemble avec ces grandes institutions multinationales des plans d'action. Hier, j'ai entendu comme slogan « Oser le numérique dans les politiques de développement ». Ce slogan pourrait devenir « Oser la démocratie dans les politiques de développement ». Slide. Toujours dans les stratégies en guise de réponse, il y a Civicus qui a fait une proposition intéressante qui vise à améliorer un peu le volet informatif par la recherche participative. Et cette recherche participative va permettre d'avoir une base de données afin de promouvoir un environnement favorable pour la société civile. Et cette recherche va porter par exemple sur le contexte juridique, quelles sont les lois restrictives sur les ONG dans le pays, que dit la loi contre la cybercriminalité, etc., etc. J'ajoute qu'il faudrait peut-être réfléchir à comment créer une vraie convergence des forces. Il faut créer une solidarité organisationnelle entre les grandes plateformes. Nous avons Affectiviste, mais il existe également d'autres plateformes citoyennes sur le continent et il serait intéressant que lorsque Affectiviste développe un projet, que les autres plateformes puissent voir comment soutenir Affectiviste et vice-versa. S'inscrire dans une stratégie concurrentielle, de mon point de vue, ce serait vraiment suicidaire. Une dernière proposition, peut-être s'inscrire également dans le volet procès stratégique. Nous avons vu les cybermenaces avec Pegasus. Nous avons vu cette surveillance illégale qui a été institutionnalisée par des États avec Pegasus. Aujourd'hui, nous avons la chance que le gouvernement américain a inscrit la société NSO Group sur la liste noire. Pourquoi est-ce qu'Affectiviste, qui est vraiment une organisation phare en matière de digital, ne pourrait pas réfléchir avec peut-être des pools d'avocats à comment faire pour indexer tous ces pays
qui ont eu recours à Pegasus pour s'en prendre à des citoyens qui ne sont pas des terroristes, qui ne sont pas des grands criminels. Slide. Voilà donc ce que moi j'ai voulu partager avec vous très rapidement. Et pour finir, je dirais que les États ont le devoir de protéger les personnes tout en respectant et en facilitant les droits fondamentaux, les valeurs humanistes. La société civile doit se constituer en force organisationnelle et mettre en place des stratégies convergentes afin d'empêcher ce déséquilibre entre un appareil d'État trop puissant et les forces de mobilisation de la société civile. Je vous remercie. Ok, merci, professeur Dossé, pardon. Donc, maintenant, on va passer à la phase de l'interaction avec le public. Donc, je vais faire un petit résumé pour peut-être rappeler. Pas besoin. Ok, d'accord. Donc, on va aller directement. Oui. Bonsoir, moi je m'appelle Ramata Diaoré, donc je viens du Mali. Et nous sommes dans une situation assez particulière chez nous. Et je voudrais juste souligner deux choses qui me paraissent assez, comment dirais-je, effrayantes, qui sont passées depuis que je suis arrivé ici. Juste avant que je ne parte, on se rend compte qu'il y a aujourd'hui des marches de soutien, par exemple, à la transition, qui sont largement aidées. Et d'un autre côté, dès qu'il y a des voix adverses qui veulent s'exprimer, on nous rappelle qu'il y a la Covid-19. C'est-à-dire que vous avez un gouverneur qui dit qu'il ne peut pas autoriser la marche, enfin, qu'il interdit la marche parce qu'en fait, on n'a pas à demander une autorisation, on a à viser seulement, comme quoi on va marcher. Et on vous dit non, on ne peut pas autoriser la marche parce que dans le contexte de Covid-19, vous comprenez, c'est pour éviter les contaminations. Bon. Mais on dirait que, et c'est même devenu une boutade chez nous, hein, c'est-à-dire qu'il y a certains qui ne peuvent pas transmettre la Covid-19 et qui ne peuvent pas l'attraper, et il y a d'autres groupes qui, eux, vont la transmettre et peuvent l'attraper. Donc ça, c'est un souci. Mais depuis que nous sommes arrivés, nous sommes donc arrivés ici mercredi, est sortie une lettre circulaire du gouvernement demandant quelque part à ce qu'on demande l'autorisation, quand on est une organisation de la société civile, pour mener des activités, de bénéficier d'une autorisation du gouvernement dès lors que ça se mène avec des fonds venant de coopération étrangère. C'est une espèce de dérive à la russe que je commence à trouver très grave. Parce qu'en fait, on essaie d'asphyxier les gens, on essaie d'asphyxier leur liberté d'expression, on essaie de les empêcher de fonctionner. Et il se trouve que moi, je suis membre du CNT, les fêtières de la presse m'ont amené au CNT, et que nous avons été 2 personnes à avoir voté, par exemple, contre une loi d'amnistie, à avoir voté contre ceci, à avoir voté. Et c'est toujours les mêmes, c'est les journalistes. Et qu'on se rend compte qu'on se fait insulter de père et de mère, menacer, on sait où est-ce que tu habites. Bon, vous m'excuserez, j'ai 62 ans, je suis grande gueule depuis 62 ans, je ne pense pas que je vais arrêter aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça devient, ça commence à faire de plus en plus peur. Parce que je pense qu'on est dans un état de dérive. Et j'ai un nouveau souci. Nous, on espère qu'il va y avoir un sursaut de la part des organisations de la société civile, des défenseurs de droits en général. Et il y a une nomination hier qui m'a fait plaisir. C'est parce qu'on a un petit frère qui s'appelle Moussa Kondo, qui est le patron de Accountability Lab au Mali, qui a été nommé conseiller spécial du chef de l'État. J'espère qu'il va faire en sorte que les choses changent. Mais si lui se retrouve là et qu'il n'arrive pas à faire changer les choses, je pense qu'on est très mal barré. Ok, merci. C'était une contribution. On a 10 minutes, donc chacun 1 minute. Questions, recommandations, contributions. Oui, merci pour la parole. Moi, c'est Daniel Dupril du Congo. Juste pour revenir par rapport à ce que vous avez dit, j'ai beaucoup aimé. Je vais juste épingler un aspect. Quand vous avez évoqué la société israélienne, Pegasus, qui serait ou est déjà dans la liste noire américaine, je trouve que c'est de l'hypocrisie. Parce que la NSA fait plus que ça. Mais on n'en parle pas. Et les États-Unis se permettent au moins de condamner une société, soi-disant parce que ça espionne, machin, tout ça là.
La NSA a un budget de plus de 30 milliards chaque année. Ça dépasse même les États africains. Et où va cet argent? C'est pour espionner. Et pourquoi est-ce que la NSA est permise de pouvoir faire ça? Mais quand il s'agit d'une société privée ou d'un autre État, on en fait tout un problème, ça passe à la télé, à gauche et à droite. C'est vraiment de l'hypocrisie. Je peux réagir? Oui, en fait, c'est peut-être vrai ce que vous dites, mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous devons être en mesure de surfer sur les opportunités. Nous avons été victimes au Togo, en tout cas, de Pegasus. Et donc, si on nous offre une situation où le géant américain indexe une telle société, il faudrait peut-être que nous puissions nous engouffrer dans la brèche, justement, pour mener, comme je l'ai dit, un procès stratégique à l'endroit de cette société. Et en fait, en visant NSO, c'est le gouvernement togolais que nous visons, vous voyez. Donc c'est juste profiter de l'opportunité que nous offre le gouvernement américain pour pouvoir contre-attaquer par rapport à notre gouvernement, ce régime autocratique qui traque vraiment les citoyens, les opposants, qui utilisent la surveillance illégale. Et c'est quand même une menace. On l'appelle une cybermenace, je crois, c'est une vraie menace. Vous vous sentez traqué juste que dans vos derniers retranchements, dans votre chambre à coucher. Et je crois que c'est assez dangereux. Oui, d'accord, une minute. Moi, c'est M. Sow du Sénégal. Je voudrais faire une petite contribution, une question à vous et à Cheikh sur le même sujet. Je pense que c'est l'aspect surveillance. Et aujourd'hui, pour moi, à mon sens, parce que je travaille au niveau de la Commission de protection des données du Sénégal, de ce que j'en sais, pour moi, c'est la plus grande menace contre les activistes en Afrique. Pourquoi je le dis? Parce que nos États ont mis en place, c'est pire que même Pegasus, en réalité. L'autre parlait d'hypocrisie. C'est vrai, il y a une grosse hypocrisie. Parce que dans nos États, on sait que la surveillance, elle est sauvage. Elle est littéralement sauvage. Donc, chez nous, peut-être, tout le monde sait que souvent tout le monde est écouté avec des... C'est pas même israélien, hein, il y a d'autres opérateurs qui sont contractés par nos États, dont les citoyens ne sont pas au courant. Mais pour les activistes, par contre, c'est dangereux. Parce que de plus en plus, ça va être difficile pour les États d'aller chez Cheikh Fall, de le brutaliser physiquement. Donc, pour attraper Cheikh ou pour le mettre en mal et le décrédibiliser, ils vont utiliser un truc plus soft. C'est comme vous dites, la chambre à coucher, là. Il faut faire beaucoup attention. Récemment, au Sénégal, il y a 2 activistes rappeurs qui sont en prison, Simon et Kilifeu, qui ont été pris parce qu'on les a filmés dans un véhicule, devant un fait flagrant délit, entre guillemets, de présomption de trafic de visa, de passeport, etc. Mais personne n'a remonté au Sénégal, aucun média, aucun journaliste n'a fait une investigation. Comment c'est arrivé jusqu'au moment où on parle? Je sais que Y'en a marre va faire une conférence de presse lundi. Peut-être qu'ils donneront peut-être qu'ils ont... Ça veut dire quoi? Ce qui se passe avec ces rappeurs sénégalais-là, ces activistes, il faut faire attention pour tout le monde. Et l'autre chose que je voulais dire, et je termine par ça, c'est que de plus en plus, parce que l'État a ouvert la brèche de la surveillance sauvage partout, des citoyens utilisent ces brèches-là avec des opérateurs télécoms pour faire presque pire. Attention, je peux approcher. Il y a des relais chez les opérateurs de téléphone. Nous, on sait parce qu'on reçoit des plaintes. On a même fait venir un opérateur majeur au Sénégal et on les a mis en demeure. Parce que des employés de cette entité de téléphonie, de télécom, à des agents à l'interne qui vendent tout le traçage de Cheikh, par exemple. Téléphone, message, tout. Ils te le vendent et là, tu attrapes Cheikh facilement. Si Cheikh a une petite amie près de chez moi, si j'ai les relevés,
Bon, je vais vendre ça voilà, à une autorité publique qui cherchait la tête de cheikh et il l'aura dans la soirée. On est à ce niveau. Attention, il faut, je pense, prendre conscience, un, de l'ampleur, deux, d'une urgence à sécuriser davantage les activistes, parce que ça va aller en boule. Il faut apprendre de la leçon de ce qui arrive en ce moment précis. Attention. Et ma question est, est-ce qu'un travail de recherche a été fait par activistes, ou vous-même en tout cas, qui êtes là, pour voir justement comment la surveillance des activistes elle est menée dans différents pays? Est-ce qu'il y a un travail qui est entamé? S'il ne l'est pas, je vous le conseillerais vivement. Sinon, ça risque de vous surprendre à tout moment. Excusez-moi. J'espère qu'il n'y a pas un Sénégalais qui va écrire ce que j'ai dit ici. Hein. Non, il ne faut pas. Entre nous, on est entre nous. Hein? Cher, je ne sais pas si tu veux répondre ou... Tu m'interpelles, il fait quoi? À 17h, moi, tout le monde sait qu'à partir de 15h, je suis dead. Mais oui, le café. Ce que tu dis est tellement important qu'on est en train en fait, qu'on avait commencé à y réfléchir en interne. Mais on ne savait pas comment, ni avec quoi, parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup de ressources, c'est beaucoup de temps d'investigation, mais aussi de contre-espionnage. On trouvera. C'est quelque chose qui doit se faire. Et on aime les challenges, on est assez fou. Par contre, il y a un volet sur lequel on intervient, c'est le contre-espionnage à titre individuel pour les activistes. Si parmi nous, certains soupçonnent qu'ils se font tracer, traquer, surveiller, espionner, nous, on a des outils pour ça. Donc aujourd'hui, moi, je peux débarquer chez toi, savoir s'il y a un micro-espion, s'il y a des... Qui parle à côté? J'entends tout. Savoir s'il y a des caméras espions ou s'il y a des bornes de réception du signal 3G ou du signal GSM. Ça, c'est des choses qui existent. Et c'est des pratiques qu'on a et puis qu'on utilise pour nous, entre nous activistes. Il y a aussi énormément de capacitation, en fait, de renforcement de capacité. Et c'est la base. Mettez le logiciel le plus performant possible entre les mains d'un activiste pour soi-disant le protéger. Si cette personne-là n'a pas conscience des dangers qu'elle traverse en étant dans le cyberespace, le logiciel ne lui servira absolument à rien. Donc tout commence ici. La sécurité, c'est d'abord là. Les outils, c'est un support. Et ça vient après. Donc, ce sur quoi on a travaillé de 2017 à 2019, c'était de faire le tour du continent et de former le maximum d'acteurs de l'information et du changement. Toutes ces personnes que vous voyez, on les a déjà rencontrées chez elles. Et on les a fait faire des exercices qui leur ont donné la migraine, qui leur ont vraiment foutu la trouille. Aujourd'hui, j'étais avec mon téléphone, quelqu'un est venu derrière pour me dire « Ah, je vois si tu respectes les mesures, parce que tu nous as enseigné de ne jamais utiliser ton téléphone comme ça. » Et donc, c'est ça qu'on a voulu faire avant. Maintenant, le challenge que tu nous poses, on doit aller vers ça, on trouvera les moyens pour ça, mais c'est pour ça que le réseau existe. En tout cas, merci d'être là et d'avoir soulevé tout ça. Je voudrais faire une contribution, oui, rapidement. Aujourd'hui, beaucoup pensent que oui, si je laisse le téléphone Android ou le iPhone, je vais sur les anciens modèles de téléphone, je suis intraçable. C'est faux. À partir du moment où le téléphone a une carte SIM, avec la triangulation, les opérateurs collectent les données, nous suivent partout. Et ce que j'aimerais ajouter à ce que le professeur a dit, il y a également les Indiens qui sont dans la danse. Et récemment, un activiste, un acteur de la société civile togolaise, engagé au niveau des questions de droits de l'homme, a été donc, son téléphone a été infecté par un outil envoyé par des Indiens, par un groupe d'Indiens. Et malheureusement, c'est ça, parce que là, ça vient de toutes parts.
c'est pas que Pegasus. Il y a d'autres outils aujourd'hui. Donc, comme Chuck l'a dit, tout se passe dans la tête, quoi. D'accord. En fait, moi, je veux parler d'autre chose. Parce que tout ce qu'on est en train de dire... Je m'appelle Fidel Guindo. Je viens du Mali. C'est la première fois que je parle depuis que je suis là. En fait, ça me fait réfléchir à est-ce qu'on ne va pas repenser la société civile, en fait. Parce que mon problème, c'est que notre société civile, je vois qu'on a le même problème dans tous nos pays. Soit elle est financée par une aide extérieure, ou elle est financée par des structures étatiques. Et que ce soit les activités qui sont organisées, que ce soit les initiatives, toutes ces initiatives-là sont appuyées pas par la société civile elle-même. Mais maintenant, est-ce que si on ne contribue pas à se prendre en charge, est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est... On peut réfléchir par soi-même? Parce que du point de vue financier, on n'est pas autonome. Donc, on ne peut pas organiser d'activités en tant que telle sans un agenda caché. J'étais en train de parler avec, je pense, Adam Diko hier de Agicad. Je lui disais, il y a 15 ans peut-être en arrière, il y a eu le vent peut-être de société civile en Afrique, surtout dans la sous-région, les formations, les capacitations et l'appui de l'Union européenne, de tous les grands bailleurs qu'on connaît, sur pas mal de sujets. Et aujourd'hui, de plus en plus, on va vers le fait que, voilà, la France qui dit, bon, je change de démarche, c'est la société civile que je veux rencontrer. Quelle société civile? La société civile qu'elle a fabriquée il y a 15 ans? Ou c'est, je ne sais pas, en fait, je me pose juste des questions pour qu'on réfléchisse ensemble. Parce que si on n'est pas autonome et qu'on ne peut pas réfléchir par nous-mêmes, pour mener des actions par nous-mêmes, je ne sais pas, ce sera vraiment difficile de faire changer réellement les choses. C'est un questionnement. Ok, donc c'est une question adressée à tout le monde. Je ne sais pas, professeur, si tu veux répondre. Oui, comme tu l'as dit, c'est vraiment une question adressée à tout le monde et qui mérite réflexion. Une société civile nouvelle, c'est ça, qui serait totalement autonome au plan financier, au plan de la réflexion. Je crois que cela, de mon point de vue, hein, peut être un objectif, mais c'est d'abord un processus. Cela ne peut pas se faire du jour au lendemain. Quand on prend l'exemple d'Africtivist, on voit qu'il y a beaucoup de réflexions en back-office. Les idées ne viennent pas forcément de l'extérieur. On sent que ce sont les membres d'Africtivist qui ont réfléchi, qui ont essayé de trouver des solutions adaptées à la situation locale. Lorsqu'on voit ce qu'ils ont fait dans les mairies, c'est totalement adapté après avoir analysé la situation locale. Quand on voit ce qui se fait, même dans nos petites organisations, face à la difficulté mise en place par les gouvernements autocratiques, c'est nous qui trouvons les solutions pour continuer de travailler en dépit d'un environnement difficile. Ce n'est pas quelqu'un qui réfléchit à notre place. Mais maintenant, c'est vrai que cette autonomie financière, nous ne l'avons pas ou nous l'avons difficilement. Et donc, ça nous oblige encore à dépendre d'une certaine manière de l'extérieur. Mais c'est un processus. Si nous arrivons à aller vers cette souveraineté dont nous avons parlé tantôt, si nous arrivons à construire cette démocratie, je crois que progressivement, un Togolais pourra bénéficier du soutien d'un opérateur économique du Togo qui veut que voilà, cette société civile puisse évoluer. Mais aujourd'hui, l'opérateur économique, il a peur parce que s'il soutient mon mouvement qui est le Front citoyen Togo debout, demain, il aura un harcèlement fiscal. Voilà comment ça se passe. Donc, c'est un processus. Nous allons ensemble le construire, mais progressivement, je pense qu'il faut rester optimiste. On va y parvenir. Alors, bonsoir. Moi, c'est Tanja Ismaël de la Mauritanie. Excusez-moi. Pour moi, on ne peut pas parler de rétrécissement de l'espace civique en Afrique. Principalement, le docteur a parlé de l'Afrique de l'Ouest. Et je pense que dans la zone, nous sommes les champions. La Mauritanie. Nous avons des lois qui nous interdisent de critiquer le président sur les réseaux sociaux. Nous avons des lois qui nous interdisent de critiquer le président sur les réseaux sociaux, l'hymne national, de parler du gouvernement. Et avant-hier, pendant que j'étais dans le vol, ils ont voté une loi qui interdit de filmer
un homme de loi en train de racketter ou de torturer un citoyen sous peine d'1 à 3 ans de prison. Donc je pense que c'est une petite contribution que j'apporte parce que je pense que tout ce qu'on a eu à entendre ici, nous on est un niveau au-dessus. Merci. Merci. Je donnerai des nouvelles de Cher à mon arrivée. Merci beaucoup. Merci, Grand, vraiment d'avoir parlé du cas du Sénégal et de ce qu'il appelle peut-être le renseignement soft. Moi, je dirais que c'est insidieux. C'est même pas soft parce que c'est très violent. Parce qu'ils entrent dans l'intimité des gens. Et quand on parle de rétrécissement de l'espace civique, on pense très souvent aux autorités. Mais il est important de savoir que la force de l'activiste au-delà de sa propre personne et de sa communauté, c'est les citoyens. Et nous allons vers des dérives dans nos pays, et je parle du Sénégal que je connais le mieux, où le rétrécissement de l'espace civique est appuyé et encouragé pas par les autorités, mais par les populations. Tout simplement parce qu'il y a une manipulation qui est faite. Ce dont il parle, les questions de morale que l'on met sur la place publique. Un activiste qui se prostitue, c'est son problème. Ce n'est en rien, en fait, contre la bonne gouvernance pour laquelle cette personne se bat. Par contre, un activiste qui est pris sur des faits de fraude, sur des faits de malversation, ça, on peut le lui reprocher parce que ce sont des questions de droit. Je pense qu'aujourd'hui, le combat, c'est vraiment d'avoir cette force. Et c'est une force mentale sur laquelle on se bat sur sa propre personne, sur sa communauté, sur sa famille, sur les gens autour de soi, pour que ces questions morales-là ne soient pas, en fait, posées contre l'activisme de cette personne. Je pense que ça, il faut le refuser. Que tu te prostitues, que tu fasses tout ce que tu veux, que ça soit ta relation entre Dieu, toi-même, ça ne regarde que toi. Maintenant, la protection, vraiment, c'est d'être droit, c'est d'être je ne sais pas comment le dire, respecter les lois, respecter les droits pour lesquels on se bat. On va demander au professeur Dossé de dire son dernier mot et terminer en même temps. Merci. Oui, je veux peut-être enchérir sur ce que la dame a dit, en disant que je suis totalement d'accord avec vous. Hein, et c'est ce que j'ai essayé de dénoncer en disant que, justement, cette surveillance illicite, cette menace digitale, en fait, vise la vie privée et on cherche tout simplement à vous diffamer ou à vous dénigrer à travers votre vie privée. Et vous l'avez dit, la vie privée reste la vie privée, l'engagement aussi, c'est autre chose. Donc, moi, mon souhait, en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, nous puissions nous inscrire dans une démarche convergente. Africtiviste est une très grande organisation avec des capacités et des compétences reconnues en matière digitale. Et ce serait intéressant, justement, qu'Africtiviste puisse apporter sa touche, sa particularité dans le combat pour la liberté ou l'ouverture de l'espace civique. Il y a un certain nombre d'actions que nous avons entamées, nous en avons discuté avec Cher, avec Aïcha, et il est possible que l'année prochaine, nous puissions renforcer ces actions. Je veux par exemple parler de la campagne pour dire non aux mandats multiples des présidents en Afrique. Nous espérons pouvoir faire démarrer cette campagne l'année prochaine. Ce serait vraiment intéressant qu'on puisse mettre sur pied un cadre de concertation pour voir comment est-ce qu'on pourrait, avec Africtiviste ou avec d'autres partenaires, arriver à mettre sur pied justement cette campagne, à la mettre en œuvre pour qu'ensemble nous puissions arriver à obtenir toujours, je retiens cette leçon, la souveraineté, et notamment la souveraineté numérique. Merci à tous. Merci professeur. Merci pour la richesse aussi des propos et du slide. Les documents qui ont été
présentés, projetés ou partagés ici, c'est des fichiers qui sont accessibles et qui le sont déjà. Je pense que si vous scannez le QR code qui est derrière votre badge, vous allez accéder à un dossier partagé, et via ce dossier, vous allez accéder à l'ensemble des fichiers, des documents qui ont été utilisés.